Hop. Voilà, très bien. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau webinaire sur l'éco-conception qui vous est proposé donc, par la Chambre de commerce et industrie Grand Est avec l'ADEME, la région Grand Est, dans le cadre de Climaction. Alors, nous nous retrouvons ce matin pour donc un nouveau webinaire qui vous intéressera particulièrement si vous cherchez à déployer dans votre entreprise une démarche d'éco-conception, puisque nous avons ce matin le retour d'expérience de deux entreprises, Semin et Axon Cable. Avant de commencer, je me présente. Donc, je suis Ronan Sebilo, donc je suis conseiller d'entreprise en économie circulaire et je conseille les entreprises dans le domaine de l'économie circulaire et de l'éco-conception depuis une dizaine d'années. Donc, je suis basé à Strasbourg et j'interviens sur le territoire Alsace et Grand Est sur ces sujets éco-conception. Donc voilà, donc c'est déjà on va dire, le cinquième webinaire dès cette année, avec différents webinaires qui ont déjà été réalisés sur divers sujets, entre des outils logiciels sur le packaging, les low-tech, les services. Et donc ce matin, nous sommes ensemble pour avoir le retour d'expérience de deux entreprises qui ont suivi un parcours d'accompagnement collectif et individuel intitulé Making Durable. Avant de rentrer spécifiquement sur ce sujet, c'est toujours intéressant parce qu'en entreprise, je dirais quand je commence à échanger sur l'éco-conception avec une entreprise qui n'a pas encore déployé de démarche, souvent la question qui revient c'est mais qu'est-ce que vous entendez par l'éco-conception? Et c'est vrai que c'est un sujet souvent, quand on n'a pas, je dirais, mis les pieds dans le sujet de l'éco-conception, on va dire ok mais qu'est-ce qui se cache derrière? Tout simplement c'est déployer des axes d'éco-conception dans le cadre du développement des produits et services. Et donc, ce ne sont pas des axes totalement nouveaux, les voici affichés. Donc, c'est travailler sur la partie approvisionnement matériaux avec moins d'impact, réduire la quantité de matière, optimiser les techniques de production, optimiser la logistique, réduire l'impact en phase d'utilisation, optimiser la durée de vie et optimiser la fin de vie. Et on peut identifier, donc l'ADEME identifie jusqu'à 42 familles d'actions en éco-conception. Et bien sûr, tout l'enjeu en entreprise, c'est d'aller déployer un maximum de ces leviers d'éco-conception, ceux qui sont pertinents au niveau technique, économique et environnemental. Donc ça, c'est vrai que c'est tout le challenge. Si on prend vraiment un peu de recul sur, OK, dans mon entreprise, ou si par exemple j'ai fait mon bilan carbone et je me rends compte que 80% de l'impact de mon activité vient de la partie produit, comment est-ce que je vais réussir à passer à l'action? Et bien avec l'éco-conception, vous pouvez vraiment voir que vous allez chercher de passer d'un processus de conception classique, dans lequel voilà, toute l'entreprise est engagée, la direction, la R&D, les achats, le marketing, la production, les forces de vente, et vous partez toujours de vos besoins clients pour arriver à un produit, un service. Et comment est-ce que vous allez réussir à transformer, je dirais, votre fonctionnement interne pour basculer à un processus d'éco-conception? Et ça, voilà, ça c'est tout, je dirais, c'est tout l'enjeu d'une démarche d'éco-conception, finalement, c'est réussir à transformer le fonctionnement en interne. Et vous vous doutez bien que transformer en interne son processus de conception, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en un mois, voire en 6 mois, c'est quelque chose qui se fait quand même sur le long terme. Alors, les deux entreprises donc, qui vont vous partager leur retour d'expérience ont pu faire justement un parcours d'accompagnement en éco-conception qui est basé, je dirais, sur, on va dire, une démarche d'éco-conception assez classique, telle que présentée par l'ADEME, avec une phase de lancement, de diagnostic, de mise en œuvre, un travail sur la partie éco-communication, bilan et perspective. Mais voilà, mais vraiment, là, vous avez un petit peu plus le détail. Ça, voilà, vous pouvez vraiment garder à l'esprit que cet accompagnement collectif et individuel sur 14 mois permet, je dirais, vraiment à l'entreprise de suivre différents jalons pour réussir à essayer de transformer, je dirais, son processus de conception avec une phase de lancement où les entreprises du groupe font connaissance, une phase de mobilisation en interne pour mobiliser dans l'entreprise l'équipe projet, une phase d'analyse des forces, faiblesses, menaces, opportunités en lien avec ce sujet de l'environnement, un atelier de formation à l'éco-conception, utilisation de logiciels, une phase d'analyse de cycle de vie en interne,
suivi d'un atelier d'idéation en interne, d'atelier d'idéation collectif, qui vous permet de sélectionner des premiers axes d'éco-conception sur un produit pilote, une phase de plan d'action, également une formation à l'éco-communication, et là, dans cet accompagnement, la particularité, c'est que justement, on fait un tournage vidéo pour présenter la démarche de l'entreprise, et vous allez pouvoir justement voir ces vidéos juste après. Et puis également une formation sur comment communiquer sans tomber dans le greenwashing. Vous voyez, donc c'est vraiment, on va dire, une démarche très cadencée. Et si vous voulez développer une démarche d'éco-conception, eh ben, vous devrez aussi passer par ces étapes. Et le challenge qui a été proposé donc à ces deux entreprises, ça a été, voilà, si vous deviez partager, faire un focus sur 3 points pour une entreprise intéressée par l'éco-conception, mais qui n'a pas encore engagé la démarche, quels seraient les 3 points sur lesquels vous pensez qu'il serait le plus pertinent de leur faire ce retour d'expérience? Et ben donc voilà, donc ça c'est le challenge que Semin va dire relever. Et puis bah, là, je vous propose de vous présenter avant de diffuser votre vidéo retour d'expérience. Très bien, bonjour. Donc, je suis Elisabeth Zotorvix-Marchal. Je suis adjointe à la direction performance produit. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Pazula, je suis technicien de recherche en formulation au sein du laboratoire de recherche à Kédange-sur-Caner, laboratoire de Semin. Ok, très bien. Eh bien, donc on va commencer par diffuser justement la vidéo qui a été réalisée par Semin dans le cadre de cet accompagnement. Le groupe Semin est une société française et familiale basée en Moselle. Nous sommes une équipe de 900 collaborateurs et nous sommes fabricants d'enduits et de produits pour le bâtiment. Chez Semin, nous avons l'ambition de devenir un acteur majeur de l'habitat responsable. C'est pourquoi, dans le cadre de notre démarche RSE, nous avons décidé de suivre le parcours Making Durable afin de nous former à l'éco-conception. Parce que là, on a en matière première, ils vont extraire du calcaire, ils vont le concasser. Oui. Mais vous, il vous faut une poudre plus fine. La bonne surprise de ce parcours a été vraiment l'implication de l'ensemble des services de notre société. En effet, nous avons déjà fait une première séance d'idéation qui a beaucoup plu. Nous avons pu mettre un cadre pour éco-concevoir. Nous avons appris à formaliser l'éco-conception et à tout de suite penser éco-conception dès la mise au point du produit. Le principal apport, et il est de taille, c'est déjà l'outil qu'on nous a fourni, c'est EcoDesign Studio. En tout cas pour nous, laborantins, ça nous a permis de vraiment comparer des valeurs chiffrées. Il nous a permis de modéliser tout un tas d'enduits et certains enduits de notre gamme et de savoir les phases du cycle de vie les plus impactantes pour notre produit. Les résultats chiffrés obtenus nous ont permis de structurer notre plan d'action, de pouvoir agir correctement sur notre formulation, notamment en réduisant les matières premières trop impactantes ou alors tout simplement en recherchant des matières premières locales. Pour la suite, donc, nous envisageons donc d'étendre la gamme de produits éco-conçus et nous voulons aussi ne plus concevoir seulement les produits, mais les éco-concevoir. Ok, très bien. Alors bon, j'espère que la vidéo est passée. Il peut y avoir des fois des soucis de partage vidéo, mais hop, alors ce n'est pas, hop, désolé, je vais repartager le bon écran. Ok, très bien. Alors le temps que je réussisse à rebasculer. Hop,
Voilà, donc là, est-ce que le support se présente bien en plein écran? Oui. Oui, très bien. Alors, bah, du coup, quels sont justement les trois points, je dirais vraiment importants que vous pourriez partager à une entreprise qui, comme vous, je dirais il y a 1 an et demi, serait intéressée à se lancer dans l'éco-conception, et ce seraient vraiment des points importants à avoir en tête. Alors, peut-être avant, si vous voulez peut-être redonner justement des éléments de contexte au niveau du groupe Sema. Bien sûr. Donc, je vais commencer déjà par nous présenter un petit peu. Donc, effectivement, nous sommes un groupe de 900 collaborateurs à l'international, donc 400 en France, pardon. Nous avons été créés donc en 1838, donc ça remonte un petit peu. On est toujours une société quand même qui gardons le côté familial. On en est à la 6e génération. Et nous sommes donc spécialisés dans la fabrication de matériaux et de construction pour l'aménagement intérieur. On avait un chiffre d'affaires en 2023 de 240 millions d'euros et une grosse partie de notre chiffre d'affaires est fait à l'international, en fait 40%. Il faut savoir aussi que donc nous dédions 2,5 millions d'euros pour la transition écologique et 4 millions d'euros pour la R&D. Ok. Alors pour encore redonner quelques détails, donc par an nous fabriquons plus de 200 000 tonnes d'enduit, donc ça représente une citerne de plâtre qui arrive toutes les 20 minutes sur l'ensemble de nos sites. Nous fabriquons 1000 palettes par jour. Et effectivement, nous avons un petit peu étoffé notre gamme parce que historiquement, nous sommes fabricants d'enduit, mais nous vendons également des trappes de visite. Nous fabriquons également des ossatures. Et depuis peu, nous sommes également fabricants d'isolants éco-sourcés. Donc, Sema, finalement, c'est 12 sites de production, dont 8 en France et 4 à l'international. Alors, les 3 points que j'ai voulu aborder, c'était le premier déjà, pourquoi finalement suivre ce parcours. Le deuxième, j'ai parlé donc de l'atelier d'idéation que nous avions eu sur notre site. Et pour le troisième point, celui qui tenait à cœur à Florian, justement, c'est le logiciel EcoDesign Studio. Donc, pourquoi suivre ce parcours? C'est vrai que donc Caroline Sema donc prend de plus en plus les rênes de la société et du coup, elle souhaite vraiment qu'on s'engage dans une démarche RSE, dont un des engagements est la préservation de l'environnement. Et donc, pour ce faire, justement, il convient de passer maintenant d'une économie linéaire à une économie circulaire, c'est-à-dire où vraiment on pense à utiliser du déchet, des produits recyclés. Et pour cela, justement, l'éco-conception est indispensable. En effet, on ne peut pas demander à un consommateur de consommer plus vertueux si nous, industriels, nous ne proposons pas de produits éco-conçus. C'est pour ça qu'on a décidé donc de s'initier à l'éco-conception, parce que c'est vrai qu'au départ, avant le parcours, oui, on avait une idée de l'éco-conception, mais je dirais un petit peu floue, un peu comme tout le monde, et finalement, il fallait qu'on ait des bases vraiment plus solides. Donc ça, c'était important pour nous de partir vraiment sur les bonnes bases. Et c'est vrai qu'avant ce parcours, on faisait de l'éco-conception ponctuelle de produits, c'est-à-dire que, par exemple, nos fournisseurs, nos connaissances nous apportaient des produits, je dirais, du déchet ou des produits recyclés. On tentait de les intégrer ou dans nos formulations ou dans nos nouveaux produits. Et finalement, c'était quelque chose qui se faisait pas de manière systématique. Donc, du coup, on veut passer maintenant donc à une éco-conception systématique et donc penser tout de suite de la production du produit, éco-conception. Et c'était en plus pour nous aussi une suite logique par rapport à ma collègue des achats, parce qu'elle avait suivi donc le parcours sourcing durable, et donc ça nous permet de collaborer selon 2 axes pour éco-concevoir encore mieux. Et enfin, toujours par rapport à la réglementation, c'est-à-dire qu'on veut devenir proactif par rapport à cela et ne plus subir la réglementation. On se doute bien que dans les années à venir, peut-être des pourcentages de matériaux recyclés à utiliser dans nos produits seront imposés et donc on veut vraiment prendre les devants par rapport à cela. Ok, donc c'est vrai que ça c'est un élément important. C'est vrai que si vous n'avez pas le soutien au plus haut niveau de l'entreprise sur une démarche d'éco-conception, et bah du coup ça
Ce n'est pas possible de démarrer une démarche d'éco-conception. Alors bien sûr, comment faire que, je dirais, le dirigeant ou la dirigeante adhère à ce type de démarche? Là, je dirais qu'il n'y a pas forcément... voilà, c'est soit vous avez un dirigeant ou une dirigeante engagée, soit il ne l'est pas, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment un élément essentiel pour développer une démarche d'éco-conception dans l'entreprise. Donc après, je voulais aussi vous parler finalement des apports du parcours, hein, finalement. Donc bien sûr, une meilleure compréhension de l'éco-conception, hein, comme je vous le disais, on avait une idée un peu floue et finalement, ça nous a permis quand même d'asseoir nos bases et puis je pense de gagner en efficacité effectivement. La définition aussi du périmètre d'action, parce que moi, je m'étais pas rendu compte au départ, et je pense mon collaborateur non plus, que finalement, je dirais la palette sur laquelle est transporté notre enduit, finalement, peut avoir un impact dans l'éco-conception aussi. Donc, vraiment, il faut avoir la vision large du produit, vraiment, de l'extraction de la matière première pour le fabriquer jusqu'à sa fin de vie. Et ça, on n'avait peut-être pas cette vision exacte chez Semain, en tout cas. Ce qui était important aussi, c'était l'échange avec d'autres sociétés. C'est vrai que ça nous a permis d'avoir des idées auxquelles on n'aurait pas pensé sur certaines problématiques et de voir aussi qu'elles avaient les mêmes problématiques que nous, à savoir prendre ce temps pour l'éco-conception. Parce que je pense qu'on se bat tous pour gagner des précieuses minutes chaque jour. Ça nous a apporté aussi de la méthodologie, parce que comme je dis, avant on faisait de l'éco-conception un petit peu par touche, et là maintenant c'est vraiment, on réfléchit éco-conception tout de suite. Également l'accompagnement, ça c'est vraiment important du cabinet Amulis d'ailleurs, qui vraiment a su nous rediriger et nous donner effectivement la méthodologie. L'initiation également au logiciel d'éco-conception, ça très important parce que sans un petit peu d'aide pour comprendre, finalement collecter les données et comprendre comment les intégrer dans le logiciel, je pense que seul on peut y arriver, mais ça prend beaucoup de temps. Et enfin, donc ça nous a apporté surtout de pouvoir évaluer l'impact environnemental déjà de nos produits, parce que pour pouvoir éco-concevoir, il faut déjà savoir où on en est pour pouvoir faire mieux. Et donc après, de déterminer effectivement les axes de travail pertinents. On a pu voir quels axes étaient très impactants sur l'environnement. Et du coup, on sait que c'est sur cela en priorité que nous devrons travailler. Ok. Donc la deuxième chose qui nous a vraiment beaucoup touché, je dirais, et impacté aussi, c'est vraiment l'atelier idéation sur site. Alors le principe, c'est donc de générer des solutions face à une problématique, mais toutes les solutions. Il n'y a aucune solution ou idée qui n'est pas bonne. Toutes sont bonnes à prendre et il faut vraiment être très ouvert d'esprit pour faire cet atelier. Alors le déroulé, simplement, c'était entre des gens de différents services et en présence d'une personne du cabinet Amulis. Ça s'est passé sur une journée et donc on avait énoncé donc la problématique. Pour nous, par exemple, éco-conception d'une colle enduit. Donc cette journée se déroule à l'aide d'un jeu de cartes, pardon, sur lesquels figurent 8 axes d'éco-conception et du coup ça nous aide à proposer finalement des idées. On peut avoir par exemple pour l'éco-conception en axe la sélection de matériaux à plus faible impact et finalement on réfléchit par rapport à cette thématique pour trouver des solutions. Les retombées, ça a été pour nous très efficace cette journée parce qu'on a eu une multitude d'idées qui sont sorties auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont venues aussi bien du service marketing que du service packaging. On a également développé un petit peu la collaboration interservice et ça c'est vraiment très important. Des fois on prend vraiment pas le temps de le faire et ça je pense que c'est des choses qu'il va falloir qu'on poursuive. J'ai eu aussi beaucoup de retours positifs de tous les participants qui ont été enchantés de cette journée. Et également pour notre part, dans notre service, nous, on a la mise en place du coup de réunions idéation donc en R&D et qui commence je dirais que la mayonnaise commence à prendre. Voilà, ça commence à avoir on commence à avoir les effets. Voilà. Ok, super. Donc ça, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire que quand on n'a pas fait d'éco-conception, on va peut-être se dire, mais ok, ce serait peut-être beaucoup de temps pour faire de l'évaluation environnementale, où est-ce que tout cela nous mène? Et c'est vrai que l'une des clés de voûte, comme Amulis le dit,
bah, c'est ces ateliers d'idéation. L'objectif de l'éco-conception, c'est générer des nouveaux axes d'éco-conception. Et ça, ces outils d'idéation, c'est vraiment là où ça se passe. C'est l'étape qu'il faut réussir à bien développer. Et bah, en tout cas, voilà, merci pour ce retour d'expérience sur ces ateliers d'idéation. Et puis bah, le dernier point sur Eco-Design Studio. Cette fois-ci, c'est moi qui prends le relais. Juste avant, on a vu que le parcours Making Durable nous a apporté une méthodologie, des connaissances sur l'éco-conception, mais il nous fallait aussi un outil. Nous, en recherche, on a quand même besoin d'avoir des données chiffrées et de pouvoir comparer finalement l'impact environnemental de deux produits. Et là, le logiciel EcoDesign Studio, c'était lui notre outil. Et il faut savoir que c'est un logiciel qui permet l'évaluation de l'impact environnemental. Et donc, pour décrire un petit peu le fonctionnement de ce logiciel, on va rechercher des données dans une base de données qui correspond aux matières premières de notre produit. Il faut savoir que ce logiciel nous permet d'évaluer l'impact environnemental, donc du début de la fabrication des matières premières jusqu'à la fin de vie de notre produit. Et là où le parcours nous a aidés, c'est quand même, comme disait juste avant ma collègue, l'accompagnement qui nous a été fourni par le cabinet, parce qu'il y a une multitude de trucs et astuces, j'ai envie de dire, pour mener à bien notre évaluation. Si on Ok, peut passer à la slide ouais. suivante, ouais. Voilà. Donc, le logiciel, on s'en est servi de différentes manières. Déjà, pour évaluer l'impact environnemental de notre produit cœur de gamme. Et donc, à partir de ça, on a pu déterminer, disons, les postes à plus fort impact. Et là, en l'occurrence, on le verra sur la slide suivante juste après, que c'était les matières premières, les plus impactantes. Ensuite, on a pu comparer, donc la seconde utilisation, c'était le comparatif de plusieurs produits de notre gamme. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser de plein de manières différentes et le plus possible parce que de un, on se fait la main dessus et plus on va avoir l'habitude de l'utiliser et plus finalement les évaluations vont être justes ou en tout cas très proches de la réalité. Et donc voilà, en comparant plusieurs produits de notre gamme, on a pu voir les différences entre enduits et des différences qui ne sont pas moindres. Donc c'était très intéressant pour nous. Et donc ensuite, c'était la sélection des axes d'éco-conception prioritaires. Donc savoir, donc on a identifié les problématiques. Et maintenant, c'est savoir comment on va résoudre ces problématiques. Et donc ensuite, c'est comparer les variantes de formules. Donc une formule, plusieurs éléments, un élément qui nous pose problème, comment va-t-on le remplacer? Ou peut-on le remplacer? Ensuite, on le remplace par une solution, une matière qui nous semble peut-être moins impactante. On se rend compte que finalement, il faut en mettre plus ou alors qu'elle vient de plus loin. Et donc, ça va biaiser un petit peu le résultat et on se rend compte que finalement, ce qu'on pensait être une bonne solution au départ ne va pas l'être. Donc voilà, il faut savoir que le logiciel, pour moi, en tant que laborantin, c'est une réelle aide, c'est un vrai outil à la formulation et ça nous permet d'avoir des formules plus justes et plus éco-conçues dès le départ. Donc voilà, je disais juste avant, on peut obtenir ce genre de graphique après avoir modélisé sur Excel les valeurs qu'on a obtenues. Donc, on voit donc on se base sur un seul des critères, c'est le changement climatique avec l'émission de carbone. Et on voit que ce qui est le plus impactant, ce sont les matières premières. En tout cas, pour notre produit, ce sont les matières premières qui sont les plus impactantes. Ensuite, de là, on redécompose un petit peu. Dans les matières premières, ce qui est le plus impactant, c'est la résine, qui est synthétique. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit dans notre gamme, on a une gamme donc 99 qui est faite à 99% de matière naturelle et donc surtout sans résine synthétique. On a pu modéliser et comparer et on se rend compte que finalement, on enlève une grosse partie, on voit sur le graphique du bas en orange, on enlève une grosse partie problématique à notre formule. Et voilà, donc là on peut dire que ça a été de l'éco-conception. Ok, donc ça c'est voilà, je dirais cette approche finalement classique d'évaluation environnementale. Là, je dirais en effet le parti pris dans cet accompagnement,
c'est de pouvoir permettre à ce que cette compétence pour faire de l'évaluation environnementale soit internalisée. L'avantage, parce que voilà, comme vous dites, Florian, c'est ce côté, ça vous permet de faire des allers-retours entre, bah tiens, j'ai identifié une nouvelle solution pour la formulation. Est-ce que ça va vraiment dans le bon sens? Bah, comme je sais faire l'évaluation, je fais une modélisation rapide. Ah, finalement, ça n'amène pas forcément des gains très significatifs ou qui posent question. Ok, bah je reviens, je repars sur une autre solution d'éco-conception. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment l'avantage, c'est ce côté aller-retour rapide en phase conception. Voilà, ce qui n'est pas forcément possible si vous externalisez l'évaluation environnementale auprès d'un autre cabinet conseil qui vous fera sûrement des évaluations environnementales très pointues, expertes et carrées. Par contre, si vous voulez faire des allers-retours comme ça, bah, ça va être plus compliqué. Tout à fait. Ok, très bien. Alors du coup, je vais regarder, est-ce que si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le chat. Voilà, je vous laisse quelques instants si vous avez des questions à nous poser par le chat. En tout cas, bah, si on n'a pas, on va pouvoir passer à la suite. Après, peut-être une question, bah, c'est vrai que c'est aussi, je dirais, tout l'enjeu. Bah, voilà, faire de l'éco-conception sur 1 an, 14 mois, c'est bien. Voilà, pour la suite, est-ce que voilà, vous voyez des éléments marquants chez Semain en termes d'organisation pour continuer à déployer l'éco-conception? Bien sûr, pour nous, ce n'est que le début en fait, finalement. On compte continuer. D'ailleurs, donc on a une équipe projet éco-conception dont je m'occupe et Florian est mon bras droit et on compte l'étendre d'ailleurs et puis continuer sur ces axes. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment maintenant, avant de formuler, en formulant finalement, on pense éco-conception tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on veut garder au maximum chez nous en tout cas. Donc ça, c'est aussi un retour d'expérience intéressant. On va dire l'éco-conception, c'est pas magique. Voilà, c'est pas au bout de 12 mois que ça y est, j'ai le produit qui va révolutionner le marché. C'est une vraie, on va dire, des compétences à développer en interne. Et après, il faut réussir à maintenir la démarche bah, jusqu'à ce qu'il y ait des super nouveaux produits qui arrivent. Ok, très bien. Et donc, on va pouvoir passer maintenant bah, en tout cas, merci pour votre retour d'expérience. Et donc, on va pouvoir maintenant changer de domaine avec Axon Cable. Ça partage bien le support en plein écran. On est sur la version présentateur. Ah, zut, je fais toujours avoir. Et donc là, ça devrait être... Oui. Ok, très bien. Et bah donc maintenant, on change d'univers. Donc avec, après l'univers, je dirais, matériaux de construction, maintenant, Axon Cable. Bah voilà, bah, Stéphanie, je te laisse te présenter. Alors j'espère que vous allez tous bien, bonjour à tous, et j'espère surtout que vous allez réussir à m'entendre correctement, parce que j'ai des petits problèmes de liaison de mon côté. Donc je m'appelle Stéphanie Achard, je suis responsable adjoint du bureau d'études ici chez Axon Cable. Donc chez Axon Cable, société où nous fabriquons des câbles et des connecteurs pour les marchés de pointe. Donc des marchés tels que aéronautique, spatial, défense, centre de recherche, médical. Donc partout où nos clients n'ont pas trouvé de solution technique, Axon développe des solutions sur mesure. Ok, très bien. Alors, donc je vais pouvoir diffuser la vidéo. Donc la société Axon Cable, nous concevons et fabriquons des liaisons électriques sur mesure, du câble, des connecteurs, des harnais électriques. Nous sommes 2500 salariés à travers le monde, dont environ 1000 en France.
On a trouvé ça intéressant de participer à un programme collectif sur ces sujets-là pour avoir un autre regard et être inspiré par les autres entreprises du programme. C'est-à-dire que le procédé en plus en tant que tel réintègre une consommation de matières premières, quoi. Ouais. Alors le parcours Making Durable, outre le fait d'apporter un regard nouveau sur les impacts des matériaux utilisés, c'est surtout un accompagnement qui fait qu'on est obligé de s'attacher à avancer sur l'éco-conception de manière régulière avec des jalons qui reviennent avec une période définie. On va vraiment être suivi pas à pas pour faire l'analyse environnementale de notre produit à son état initial, trouver des idées d'éco-conception et les mettre en œuvre pour aboutir à une vraie solution éco-conçue. Ça a été difficile de choisir une gamme de produits spécifiques à éco-concevoir, donc on a choisi un connecteur miniature adapté aux conditions extrêmes qu'on retrouve dans les secteurs de l'aéronautique et le spatial. On travaille sur la réduction des matériaux qui ont une forte empreinte environnementale sur nos produits sans leur dégrader leur qualité. Et d'autre part, on a aussi décidé de travailler sur la réparabilité en essayant de concevoir une gamme avec des produits démontables. Et enfin, on travaille sur l'optimisation des process pour réduire les pertes en production. Cette démarche nous a permis d'envisager une communication complètement différente avec nos fournisseurs et de discuter d'autres thématiques avec eux, sur leur approvisionnement matière, etc. Ça a été vraiment fédérateur au sein d'Axon et l'ambition vraiment à terme, c'est d'élargir la démarche d'éco-conception et de permettre, via l'analyse de différents produits de notre portfolio, à nos ingénieurs de proposer des solutions éco-conçues à tous nos clients. Ok, très bien. Très bien, bah voilà, donc maintenant on va en savoir un peu plus maintenant chez Axon Cable. En tout cas, la vidéo est bien passée. Alors, le premier point sur lequel c'est vraiment important d'avoir les idées claires en éco-conception. C'est ça, c'est vraiment un des points importants du parcours et de l'accompagnement, c'est qu'il faut être conscient que dès le départ, il va falloir se réserver des plages horaires pour travailler sur le parcours parce que, comme le disait Soma à juste titre, on est tous pris par notre quotidien. Personnellement, chez Axon, donc moi je suis la responsable du bureau d'études, j'ai été épaulée par une assistante éco-conception, mais il faut savoir se ménager du temps régulièrement et se le bloquer pour pouvoir travailler sereinement. Sinon, on va finir par travailler en dernière minute et c'est pas forcément les conditions dans lesquelles on préfère travailler. Notre temps à nous, oui, mais également le temps des autres, parce que travailler en éco-conception, ça veut dire récolter de l'information auprès d'autres services, et il va falloir aussi savoir aller les trouver, préparer ses questions pour que voilà monopoliser le moins de temps possible des autres, histoire de les garder de notre côté et de les garder partants pour faire cette démarche d'éco-conception. Ça va durer tout le long de l'accompagnement et mieux c'est encadré, mieux c'est organisé dès le départ, mieux ça va se dérouler. C'est aussi, il faut prendre du temps aussi pour faire des retours d'informations vers le reste de l'entreprise, parce qu'on est un ou deux envoyés spéciaux par entreprise à participer à cette formation. Il y a certaines étapes de la formation qui permettent d'impliquer d'autres personnes de l'entreprise, mais afin de faire adhérer le plus de personnes possible, il faut aussi savoir faire des retours au sein de son organisation. Par exemple, chez Axon Cable, on a toute l'équipe achat qui a également participé à la partie à l'accompagnement sourcing durable et qui ont été tout de suite très demandeurs d'un retour sur ce qui avait été fait sur notre accompagnement éco-conception. Donc comme ça, en interne, on a organisé des points réguliers. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui se passe, et aussi le fait d'avoir monopolisé ces plages horaires de ressources. Ça permet de continuer la démarche parce qu'on a toujours ces plages horaires et qu'on peut continuer à avancer. Donc il faut maintenir cette rigueur-là pour que la démarche puisse être efficace et pérenne. Oui, et puis je dirais, voilà, comme tout nouveau projet lancé en entreprise, les collaborateurs qui ne sont pas à l'initiative de cette démarche nous attendent au tournant en disant mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle démarche? Je suis déjà très chargé. Et donc là, en effet,
il faut être très pragmatique dès le début, au début de la démarche, pour faire adhérer les collaborateurs. Donc ça nous amène aussi au second point, qui est, c'est vraiment un nouveau. Donc autant en interne, sujet de communication. Effectivement, donc on en parlait, convaincre les collaborateurs, récupérer ces informations et les informer sur ce qu'on fait, parce que finalement, ça va aussi amener une communication plus en externe, donc vers les fournisseurs pour récolter ces informations. La première fois qu'on va demander à un fournisseur, donc chez nous, ça a été les ébauches de cuivre en 1 mm qui viennent de Turquie. Quand on lui a demandé quel moyen de transport ils prennent nos fils avant de venir chez nous. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir ce genre de retour de la part de nos fournisseurs et il peut y avoir de l'incompréhension. Typiquement, on a demandé à notre fournisseur de dorure, donc quelqu'un qui fait du traitement de surface, de la dorure sur nos contacts pour nous. On lui a demandé, est-ce que l'or que vous utilisez pour faire le traitement de surface, il est vierge ou est-ce qu'il est recyclé? Et là, la réponse tout de suite, ça a été non, non, il est vierge, c'est de la bonne qualité, vous inquiétez pas. Donc voilà, la communication, la question est très mal passée. Nous, ce qu'on aurait voulu qu'il nous réponde, c'est bien sûr, il est recyclé, ça va moins impacter l'environnement. Et lui nous a répondu, bien sûr, il est vierge, il est bon, il est de bonne qualité. Donc là, il faut qu'on retravaille vraiment la façon de communiquer vers les fournisseurs pour déjà les informer de ce qu'on fait, les sensibiliser à notre démarche pour que peut-être ça crée aussi des germes chez eux. Et puis pour éviter d'avoir des fausses réponses ou des réponses qui n'auront pas été creusées par peur d'une mauvaise réaction par rapport à la qualité du produit. Ensuite, en externe, on communique aussi vers nos clients. Donc nos clients, ils sont aussi demandeurs de ce genre d'informations. Ils commencent des démarches de leur côté. On se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent pêle-mêle et il faut qu'on informe beaucoup sur ce qu'on fait, comment on le fait, ce qu'on peut leur donner, ce qu'on peut pas réussir à donner. Enfin voilà, c'est une grosse porte ouverte et de nouveaux échanges très très variés. Ça permet aussi de se faire en interne, de se faire identifier comme étant quelque part les spécialistes ou une porte d'entrée sur les questions d'éco-conception. Là, la synchronisation était là. Juste avant de vous rejoindre, j'ai un collègue qui est venu avec une problématique de packaging. Donc, il y a un client qui lui a dit, nous, on voudrait que vous retiriez le plastique du packaging sur les bobines. Alors, il a fait un super graphique. Si vous avez du plastique, vous pouvez le remplacer. Oui, non, il faut le remplacer. Enfin, et en fait, c'est pas si simple que ça. Juste avant, là, j'ai fait le calcul. Nos bobines de fil, on les protège très régulièrement avec un film plastique étirable. Donc là, la démarche, ça aurait été de remplacer par un papier craft. Sauf qu'en fait, pour 5 grammes de fil étirable, on a 50 grammes de papier craft pour la même surface, si on fait la même utilisation. Donc en termes d'impact, le papier craft, il aurait un impact environnemental 2 fois plus élevé que le film étirable en polyéthylène. Donc en fait, une demande simple du client qui n'a pas creusé son calcul, il peut aboutir à avoir quelque chose de plus impactant alors que son objectif initial, c'était le contraire. D'accord, donc ça c'est vraiment du direct. Ouais, c'est du direct. J'ai fait le calcul en 10 minutes là avec EcoDesign Studio, vraiment comme dit précédemment, c'est un outil qui peut être très rapide pour faire des petites évaluations comme ça et puis pour rediriger un client. Ok, super. Et donc ça aussi, point intéressant, c'est ce côté, je découvre ma démarche d'éco-conception, mais finalement ça vaut le coup de prendre un peu de temps sur, je vais communiquer auprès de mes fournisseurs sur un sujet sur lequel on n'a jamais vraiment échangé entre nous. Voilà, comment je vais réussir à communiquer sans créer des incompréhensions, des crispations. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose à bien anticiper dans votre démarche d'éco-conception. Donc justement, avec les clients, c'était la continuité. Nous, on est vraiment majoritairement sur des marchés plutôt défense, aéronautique, militaire, spatial. Donc on se dit, comme ça d'emblée, c'est pas forcément les gens qui vont se sentir le plus concernés. Au final, si. Ils posent beaucoup de questions
Par contre, on se rend compte que les gens qui posent les questions sont pas bien informés et maîtrisent pas forcément le sujet. Donc c'est là qu'on va être obligé de faire pas mal de didactique avec eux, expliquer ce qu'on fait, comment on fait, justement montrer des petits graphes en disant bah, ce que vous demandez c'est bien, mais en fait au final ça n'a pas l'effet escompté. J'ai pu me rendre compte également que du coup, grâce à cette formation, le niveau de réponse qu'on apporte, il est bien plus complet, bien plus étoffé que ce à quoi nos clients s'attendent. Et je pense que du coup, pour le moment, ça va plutôt les désarçonner, mais à terme, ça va être un vrai avantage par rapport aux nos concurrents. Vraiment la qualité de réponse. Et je voulais revenir sur un exemple, un vrai exemple, une vraie question client pour aborder l'importance vraiment de poser les hypothèses de base quand on fait un comparatif en éco-conception et de vraiment comparer des choses comparables et de bien cadrer les limites du calcul. On a donc un client qui est en train de fabriquer un satellite qui s'est donné pour défi de calculer l'impact environnemental de la construction du satellite, donc vraiment depuis la construction jusqu'au lancement. Donc il est venu vers nous en nous demandant est-ce que vous vous y connaissez en éco-conception, vous savez calculer l'impact environnemental de vos produits. Il nous a envoyé un joli tableau Excel et puis il nous a dit c'est pas compliqué, vous allez me donner les matières que vous utilisez, les matières consommables, l'eau, l'énergie, le transport, et puis nous on va rentrer ça dans notre gros tableur Excel, et puis on va sortir quelque chose qui va être bien, qui va faire tout le cycle de vie du produit. Sauf qu'en fait, c'est sans considérer le cadrage, justement. Donc si on passe à la slide suivante, nous, on a une grosse différence par rapport à nos concurrents, c'est qu'on est très intégré verticalement. Ça veut dire que les connecteurs que vous voyez là sont des exemples de produits typiques pour le spatial. Ça va être des liaisons qui vont conduire les données à l'intérieur du satellite. Et donc par rapport à nos concurrents, nous, les connecteurs, on va les fabriquer. Nos concurrents, les connecteurs, ils vont juste les acheter et les assembler. On va aussi fabriquer le câble, on va fabriquer les conducteurs, que nos concurrents vont juste acheter de manière finie. Donc quand ils posent cette question à nos concurrents, les concurrents, ils vont prendre la masse de chaque produit contenu par le câble et le connecteur. Ils vont rentrer ça dans le tableur et ça sera terminé. Nous, si on doit calculer ça, on va compter la masse du connecteur, on va compter la masse qui a été jetée pour fabriquer le connecteur, on va compter la même chose pour le câble, toutes les chutes qui ont été faites pour le câble, on va compter aussi tous les transports depuis la mine de cuivre, quasiment. Là où nos concurrents vont compter le transport depuis leur fabricant de câbles. Donc en fait, si le cadrage n'est pas le même, on va compter beaucoup plus d'étapes de fabrication dans un cas que dans l'autre, et donc on ne va pas pouvoir comparer quelque chose de comparable. Donc la discussion qui a eu lieu avec ce client-là, c'était de dire vous avez demandé quoi aux autres fournisseurs? Comment est-ce qu'ils vont aller chercher les données de fabrication de connecteurs, de fabrication de câbles, étant donné que c'est pas eux qui les font? Est-ce qu'ils vont réussir à les avoir ou pas? Parce que si eux ne les intègrent pas, ça sert à rien pour nous de les intégrer, parce que vous allez vous dire que nous, on est beaucoup plus impactant pour fabriquer les produits que nos concurrents. Alors qu'en fait, c'est juste que nous, on connaît la donnée et on va l'intégrer à l'analyse complète, alors que nos concurrents ne sauront pas l'intégrer. Donc c'est ce genre de questions et de recul qu'on a aujourd'hui après l'accompagnement making durable, qu'on n'avait pas forcément en début de parcours, sur lesquels on va pouvoir accompagner nos clients, expliquer à nos clients pourquoi on peut le faire, pourquoi on ne peut pas le faire, pourquoi on ne peut faire que du comparatif, pourquoi il faut vraiment savoir sur quel cadre porte l'analyse et le calcul avant de se lancer dans une analyse, dans du chiffrage, etc. Oui, et puis voilà, puis aussi ce côté, voilà, si ça devient un argument commercial, en quoi ça peut faire aussi ressortir un avantage concurrentiel d'Axon Cable par rapport à des concurrents qui, eux, ne sont pas fabricants et donc n'ont pas la maîtrise totale des produits. Exactement. Et puis,
on a beaucoup de mal à avoir des informations sur chez nos concurrents en connectique, par exemple. Soit ils n'ont pas fait les évaluations, soit ils n'ont pas forcément envie de donner l'impact parce que on sait qu'en usinage et en injection plastique, il y a beaucoup de chutes en fabrication sur la matière. Donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a très envie de communiquer. Ok, très bien. Bah voilà, donc un, un autre point important, donc voilà aussi ce côté, on va dire un peu moment de vérité, voilà les premiers échanges spécifiques avec des clients sur ce sujet de l'évaluation environnementale produit, comment réussir à être bien, je dirais, conforme aux principes d'une évaluation environnementale et pouvoir également faire gagner des points, je dirais, à son entreprise lors de consultations pour des marchés. Ok, très bien. Et puis là, la dernière slide, en tout cas, pareil, merci pour vos retours d'expérience. Alors, justement, c'est intéressant. Je vais regarder après si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, mais je les regarderai après. Euh, en- pour la conclusion, justement, c'était aussi intéressant de passer en revue, je dirais, les facteurs clés de succès, justement, que on reprécise bien également aux entreprises qui démarrent l'accompagnement making durable. Donc on va voir s'ils ont tous été checkés. Alors là, c'est en particulier au niveau de l'équipe projet. Donc des facteurs clés de succès sur une démarche d'éco-conception, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que voilà, au niveau de l'équipe projet, retenez que, en effet, il faut des compétences diversifiées. Parce que voilà, travailler sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, c'est de la logistique, c'est du packaging, c'est des matériaux, c'est du sourcing. Donc il faut dans votre équipe projet des personnes avec des compétences diverses. C'est des fois de la technique, c'est des fois de la communication. Leadership engagé. Alors finalement maintenant, ce qu'on se rend compte avec Amulis, c'est que vraiment c'est encore mieux de dire voilà, il faut avoir 2 leaders, 2 projets, et finalement chez Semin et Axon Cable, c'est le cas. Sensibiliser aux enjeux environnementaux et capable de motiver son équipe, tout simplement parce que travailler à 2 déjà c'est plus motivant en tant que leader. Et puis la difficulté aussi, c'est si dans votre entreprise vous avez un expert ou un pilote expert qui monte en compétence sur le sujet, mais qu'au bout de 2 ans il s'en va, en fait il peut partir avec toute la démarche d'éco-conception de l'entreprise. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir finalement deux pilotes. Allocation du temps, voilà, vous l'avez précisé, c'est vrai que c'est vraiment enfin voilà, vous avez vraiment réussi à vous organiser sur ce sujet. L'idéal, c'est peut-être un peu beaucoup, mais voilà, c'est une demi-journée par semaine euh, sur la durée de l'accompagnement. Voilà. Et ça, en effet, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à la portée de toutes les entreprises, dans le sens où c'est voilà, c'est un projet, vraiment un projet de fond, qui nécessite de la ressource interne. Euh, Formation adéquate, donc assurer une formation éco-conception pour tous les membres de l'équipe. On pourrait être tenté de dire ok, j'ai mes 2 pilotes éco-conception, c'est eux qui vont être formés, qui vont devenir mes experts. Eh bien non, il faut réussir dès le début à, à sensibiliser cette équipe projet. C'est un investissement et la plupart du temps, voilà, exemple d'Axon Cable ce matin, 6 mois après, en fait, ça y est, les collègues ont compris ce que c'était et reviennent tout de suite vers moi pour me parler d'une problématique qui est bien identifiée maintenant comme étant l'éco-conception. 1 an ou 2 ans avant, c'était pas forcément identifié comme étant un sujet environnement ou éco-conception, et donc la remontée d'informations ne se faisait pas aussi rapidement. Communication efficace, voilà, c'est bien également ressorti. Finalement, dans l'équipe projet, il faut intégrer des personnes avec des compétences en communication pour faciliter la communication et à la fois interne et puis également sur la partie externe. Et puis voilà, représentativité, inclure des représentants des différentes directions et départements concernés par l'éco-conception. En tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que vous avez bien déjà coché tous ces facteurs clés de succès. Voilà, donc en tout cas, encore merci pour vos interventions. Je regarde s'il y a des questions. Non. Et je vais pouvoir conclure en vous apportant des derniers éléments intéressants. Hop, voilà.
je suis bien repassé en mode partage d'écran, plein écran. Alors, des actualités alors du côté justement CCI, ADEME Région et Amulis, on vient de sortir on vient de sortir un guide sur les logiciels d'éco-conception 2024. Là, en effet, dans Making Durable, on a vraiment identifié Ecodesign Studio comme étant très pertinent pour une première démarche d'éco-conception. Mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui jusqu'à une 50aine de logiciels qui permettent de faire de l'évaluation environnementale monocritère ou multicritère. Donc ça, c'est aussi un indicateur que l'éco-conception, mine de rien, fait son chemin, et avec parfois des logiciels dédiés à certains secteurs d'activité. Je dirais pour Semain et Axon Cable, ça serait aussi intéressant de se reposer la question dans un an, voilà, où est-ce que vous en êtes arrivé dans votre démarche d'éco-conception, et est-ce que vous avez toujours les mêmes besoins en termes d'évaluation environnementale, ou est-ce que finalement vous avez des nouveaux besoins, et de regarder à nouveau qu'est-ce que propose, je dirais, l'offre marché sur les logiciels d'éco-conception. Donc ça, voilà, on vous renverra le lien pour télécharger le guide si ça vous intéresse. Actualité également, donc là, au mois de juin, a été publié au journal officiel Union Européenne la nouvelle directive donc ESPR, Ecodesign Sustainability Product Regulation, donc voilà, qui est, on va dire, une nouvelle étape au niveau de l'Union européenne sur le développement de produits toujours plus responsables. Alors, le règlement est publié, maintenant il faut attendre la publication de réglementations spécifiques secteur par secteur, mais il y a bien le secteur de l'électronique, et donc là on va aller sur des règlements qui, je dirais, a priori imposent certains critères minimaux d'éco-conception pour certaines catégories de produits. Donc voilà, donc il faut bien continuer à suivre ces évolutions réglementaires. Également, on a parlé de packaging tout à l'heure. En effet, si dans votre entreprise, vous êtes intéressé pour développer l'éco-conception, mais que finalement, votre contexte interne fait que c'est peut-être plus pertinent de d'abord travailler sur l'éco-conception packaging, sachez que nous lançons un accompagnement collectif sur l'éco-conception des packaging, qui s'appelle Packing Durable. Et si ça vous intéresse, vous pouvez contacter mon collègue Louis Fierce, dont les coordonnées s'affichent, et vous avez jusqu'à septembre pour candidater et faire cet accompagnement. Également, si vous êtes plutôt au début de votre réflexion sur l'éco-conception, et souvent l'éco-conception, ça peut au début rester un concept peut-être encore un peu flou, sachez que vous pouvez faire une visite éco-conception avec la CCI. Cette visite, elle vous permet finalement de réunir votre équipe de conception pluridisciplinaire et de faire déjà un premier bilan au niveau éco-conception, en interne, en externe. Voilà, est-ce que vous êtes finalement sur un marché qui commence à être mature sur le sujet éco-conception ou pas du tout? Et vous, en interne, est-ce que vous avez déjà mis en place des premières briques d'éco-conception ou pas du tout? Et à partir de cela, ça vous permet d'avoir un début d'analyse stratégique en éco-conception. Donc ça, c'est un accompagnement qui est pris en charge à 100% par l'ADEME, la région et les fonds européens. Donc si ça vous intéresse, indiquez, nous sommes à votre disposition. Donc bien sûr, on lance Making Durable sur 2025. Donc là, le groupe 2024 Making Durable avance bien, et là, on lance l'appel à candidature pour les entreprises intéressées pour faire Making Durable en 2025. Donc là, vous avez jusqu'au 11 octobre de cette année pour candidater. Et puis, tout dernier élément, donc là, on va un petit peu sur d'autres thématiques. Si vous êtes soumis à des normes ISO, vous avez bien, il y a une actualité intéressante, c'est qu'il y a eu l'ajout d'évolution au niveau des normes ISO qui maintenant demandent aux entreprises qui veulent on va dire atteindre ces niveaux ISO de considérer l'impact potentiel du changement climatique sur le fonctionnement et les performances de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et qui est intégré à, on va dire, toute une série de normes ISO
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ok, on sait que le changement climatique est déjà en cours. Si je dois faire fonctionner ma production en été et que pendant 30 jours on n'a plus de 40 degrés, est-ce que je peux continuer à fonctionner? Si je suis en terrain inondable, est-ce que j'ai des risques d'inondation qui ne vont pas augmenter, etc., etc. Donc en fait, c'est déjà le moment de préparer des plans d'adaptation par entreprise aux aléas climatiques. Et ben, là aussi, on a au niveau CCI un format visite climat qui vous permet de faire on va dire une première marche sur ce sujet. C'est intéressant puisque maintenant on se rend compte que même au niveau des assurances, vous pouvez avoir vos assurances qui vont commencer à vous demander, ok, sur ces sujets, changement climatique, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Hop. Donc voilà, nous sommes à votre disposition également sur ce sujet. En tout cas, merci pour votre participation. Hop, je vais fermer ce petit onglet. Et on se retrouve à la rentrée, donc le 12 septembre prochain. Et donc là, justement, on vous fera une présentation plus détaillée de Making Durable 2025, et puis avec également des petites nouveautés qui ont été intégrées suite aux différents retours d'expérience. En tout cas, merci encore pour votre participation, et puis vous allez pouvoir nous donner votre retour, votre feedback, et puis également pouvoir nous indiquer si vous êtes intéressé par ces différents formats de conseils CCI, ADEME et Région. Et en tout cas, encore une fois, merci pour vos présentations, donc Axon Câble et Semin, et puis je dirais on a hâte de rééchanger dans 6 mois, 1 an, pour voir voilà, qu'est-ce que sur quoi, je dirais, a débouché ces démarches d'éco-conception. Merci. Très bien. Merci. À très bientôt. Allez, eh bien, à très bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Et des travaux.